Bonjour à tous et bonjour Marie. Bonjour Maude. On est très heureuse d'intervenir pour ce webinaire sur les sites de conversion. Donc avant de commencer, on va se présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Maude, je suis lead consultante branding et website. Donc ma mission chez Make the Grade, c'est d'accompagner les clients dans la refonte, la création d'identité de marque et la refonte et la création de sites web. L'objectif étant que ce site web soit le premier apporteur d'affaires des entreprises que nous accompagnons. Et moi, c'est Marie, je suis lead designer chez Like the Grade. J'accompagne les clients dans la création ou la refonte de leur site web de conversion, de l'ergonomie aux maquettes graphiques. Et je guide également les équipes web design au quotidien dans leur montée en compétences. Super. Et puis, donc, un petit mot sur Make the Grade. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie digitale pour les entreprises B2B principalement. On a pour mission de faire de l'acquisition de nouveaux clients à l'aide du digital, mais on développe aussi les revenus sur la base de clients existants. Globalement, on a 3 domaines d'expertise. Le branding et le web design. On conçoit des images de marque et des sites internet de conversion pour qu'ils deviennent le premier apporteur d'affaires des entreprises. Deuxième compétence, c'est du marketing. On attire sur des supports de conversion des audiences cibles. On va générer des contacts, on va les éduquer pour les amener jusqu'à l'acte d'achat. Et enfin, le métier de développement des revenus. Donc celui-là, il consiste à l'intégration des données grâce au CRM, à l'alignement des actions marketing et commerciales et à l'automatisation de ces actions en faveur du chiffre d'affaires. Et pour déployer ces expertises, nous sommes partenaires élite de la solution HubSpot. Aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est déjà de faire un petit point sur qu'est-ce qu'un site de conversion, vs par exemple un site vitrine. Ensuite, les piliers de la création d'un site de conversion. Ensuite, les pages phares d'un site de conversion. Et enfin, les modules récurrents d'un site de conversion. À la fin, on va finir par une petite question-réponse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. On va tous les récolter et y répondre à la fin. La première partie, c'est qu'est-ce qu'un site de conversion? Donc, on va faire un petit peu le point site vitrine vs site de conversion. C'est quoi les différences? Ensuite, les objectifs d'un site de conversion. Pourquoi est-ce qu'on crée un site de conversion? Et enfin, les grandes catégories de modules qu'on va détailler un peu plus tard après dans le webinaire. Donc sur cette première partie, les différences entre site vitrine et site de conversion. En gros, un site vitrine, ça va être une carte de visite numérique. Il va mettre plutôt l'accent sur une communication institutionnelle ou informative, donc des informations sur l'entreprise, sur les produits et services. Globalement, il ne va pas inciter les visiteurs à passer à l'action. Il va être plutôt un vecteur de l'identité de marque de sa communication. À l'inverse, le site de conversion, ça va être un outil stratégique. Il va guider les visiteurs vers une action qui va être mesurable et il va contribuer directement aux objectifs marketing et commerciaux. Donc là, par exemple, sur le côté, on vous a mis 2 exemples. L'exemple du site Milka qui est principalement un site vitrine. Donc on voit bien sur cette hérosection, donc on a des éléments, c'est super attrayant, on ressent bien l'identité de la marque Milka, mais par contre, on n'a aucun appel à l'action. On voit qu'on peut naviguer sur le site, mais il n'y a pas d'incitation particulière, alors que sur la seconde hérosection, on voit bien que on a 3 boutons d'appel à l'action, plus des petits éléments de réassurance. Donc voilà, déjà sur cette hérosection-là, sur ces 2 hérosections-là, on voit la différence entre un site vitrine et un site de conversion. Et ensuite, côté objectif d'un site de conversion, on en a mis 4 ici. Donc, on va avoir un objectif de génération de leads. Ici, on va attirer des visiteurs qui sont intéressés. On va collecter leurs coordonnées pour ensuite pouvoir les transformer en clients potentiels. Deuxième objectif, ça va être d'obtenir des informations marketing afin de mieux comprendre le comportement des utilisateurs grâce aux données qu'on va collecter. Troisième objectif, on va être sur de la fidélisation en éduquant et en informant. Donc là, sur les sites de conversion, on le verra un peu plus tard, mais on va proposer des contenus utiles qui vont renforcer la relation avec les visiteurs et les inciter à revenir. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir créer de l'engagement avec un site de conversion en encourageant les interactions avec la marque, le produit, le service, pour renforcer l'implication des utilisateurs.
On va faire un petit point aussi sur les grandes catégories de modules qu'on peut retrouver dans un site de conversion. On en a 3 grands, c'est-à-dire les modules de réassurance. Donc, des modules de réassurance typiques, ça va être par exemple des témoignages clients, des avis, des notes, un nuage de logos, les chiffres clés, les partenaires. Ça sert vraiment à instaurer la confiance et à apporter de la preuve sociale. On a aussi les modules de conversion qui servent à inciter le visiteur à agir, soit à l'achat, à s'inscrire, à donner ses coordonnées. Des modules type de conversion, ça va être plutôt des bannières CTA, des formulaires d'inscription, de contact. Ça peut être aussi des calculateurs ou des simulateurs avec un formulaire à la fin. Et enfin, on a aussi des modules qui renvoient vers du contenu. Quand on crée un site de conversion, il y a toute une stratégie de contenu en général qui est derrière, avec un blog, un espace ressources, peut-être même un espace média. Et il faut aussi des modules qui vont rediriger vers ce contenu. Ça peut être par exemple des pages d'articles de blog qu'on retrouve très souvent en bas d'une home, ou par exemple des pages aussi d'études de cas, peut-être des mises en avant d'actualités ou d'événements. Ça peut même être une FAQ. On va les voir un peu plus en détail à la suite du webinaire. Donc voilà, on a fait un petit peu l'overview de ce qu'était un site de conversion. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse s'attarder sur une partie, les piliers de la création d'un site de conversion. Donc là, on va essayer de voir quels sont les critères qui vont être importants pour toutes les décisions qu'on va prendre concernant la refonte ou la création du site. Donc on va les scinder en 3 parties. Donc, sur la première typologie de critères, on va vraiment s'intéresser à l'entreprise qui est celle qui veut refondre son site ou créer son site. Donc, là, on va chercher à bien comprendre le marché dans lequel l'entreprise évolue. Donc, si vous souhaitez refondre votre site, il faut bien borner le marché dans lequel vous évoluez. Comment vous vous positionnez face à vos concurrents directs et indirects? Est-ce qu'il y a des éléments de différenciation que vous pouvez mettre en avant? Donc ça, c'est important. Ça va servir de base, en fait, pour le futur site. Ensuite, on va s'intéresser évidemment aux cibles. Les cibles, c'est très important. Donc, on va différencier la partie ICP. Donc là, on est plutôt sur le type d'entreprise qui est le plus susceptible d'acheter vos produits, vos services. Et ensuite, à l'intérieur de ces ICP-là, on va distinguer les personas, qui sont la représentation semi-fictive de vos clients idéaux. Donc voilà, on va essayer de bien se mettre en tête ces profils-là de cibles. L'idée, c'est de pouvoir créer un site qui va répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes. On va également scinder B2B et B2C. On ne monte pas tout à fait le même site pour une cible B2B que pour une cible B2C. Généralement, ce qu'on garde en tête, c'est qu'en B2B, on va être sur un visiteur qui va prendre des décisions rationnelles, qui vont être basées sur des besoins spécifiques, et ce sont des décisions qui vont impliquer plusieurs acteurs généralement. Donc, généralement, sur un site B2B, on va montrer des chiffres, on va apporter des preuves et être orienté très solution. En B2C, le visiteur va prendre des décisions plutôt émotionnelles et rapides. Donc là, on va chercher à avoir un site attrayant, facile à utiliser et orienté davantage vers les bénéfices personnels. Donc c'est hyper important de savoir à qui on s'adresse pour pouvoir établir une plateforme qui va répondre à leurs besoins et à leurs habitudes. Ensuite, on va parler image de marque. Donc ça, c'est très important. Donc, généralement, vous avez tous une image de marque plus ou moins ancrée. Donc, c'est bien de pouvoir la prendre en compte dès le départ, dès les prémices de la réflexion d'un site de conversion, parce que le site doit être un vecteur de votre identité d'entreprise. Il faut qu'il fasse partie intégrante de votre stratégie marketing. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aligner tous vos supports sur cette même identité-là pour que ce soit unifié. Et donc, pour un petit rappel, l'image de marque, c'est bien la perception que le public a de votre entreprise, de votre marque ou de votre produit. Donc, elle va reposer effectivement sur des éléments visuels. Donc, là, on parle de votre charte graphique avec le logo, vos couleurs. Mais ça va aussi reposer sur des éléments plus immatériels,
qui peuvent être définis dans des plateformes de marque. Donc là, on parle de valeurs, de promesses, de réputation. Donc tout ça, ça va véhiculer l'identité de la marque et ça va influencer évidemment son positionnement sur le marché. Et enfin, le dernier petit point sur la partie entreprise, ça va être quels sont les objectifs, les besoins, les envies. Donc, nous, on travaille pas mal avec des entreprises et on essaye de bien différencier objectifs, besoins, envies, parce que c'est pas tout à fait pareil. Sur les objectifs, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Est-ce qu'on veut que le site génère des ventes, génère des leads, nous donne de la visibilité? Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir dès le départ pour pouvoir orienter un peu nos choix en design, mais aussi SEO, marketing, toute la structuration du site. Ensuite, sur la partie besoin, l'idée ici, c'est d'identifier les problèmes spécifiques donc des personas, des cibles, et comment le site va pouvoir y répondre. Donc, comment on va organiser la navigation, les pages, quels modules on va mettre à l'intérieur pour pouvoir répondre aux besoins de ces cibles-là. Et enfin, les envies. Donc ça, évidemment, c'est quand même très important puisqu'on a besoin de prendre en compte les attentes, nous, de notre client, et vous, si vous êtes en entreprise, c'est important aussi d'écouter vos envies et vos préférences en termes de design, de fonctionnalité. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on évalue avant de lancer tout projet de refonte de site. Merci Maud. On le voit aussi sur l'exemple qu'on vous a mis à droite. C'est une LP qu'on a créée pour Néo Viager. Et là, on voit vraiment l'influence de la cible quand on crée des landing pages. Habituellement, effectivement, on met un formulaire en haut. On le verra plus tard quand on passera sur la page de la landing page. Mais en fait, ça dépend aussi de la cible. Et là, il se trouve que c'était des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude de remplir des formulaires et qui préfèrent appeler. Donc, dans ce cas-là, voilà, il faut aussi s'adapter et adapter l'ergonomie du site. Ensuite, évidemment, quand on crée un site internet de conversion, on va s'appuyer sur des bonnes pratiques marketing. Donc, la première, ça va être la base de l'entonnoir de conversion. Donc, évidemment, le rôle du site de conversion, ça va être de soutenir chacune des étapes. On va chercher à identifier les contenus, les pages qu'on va pousser à chaque visiteur en fonction de sa phase de maturité pour pouvoir le guider vraiment tout au long du funnel. Donc, ça va permettre de structurer l'ensemble du site et le contenu des pages de façon pertinente et stratégique. Donc, je vais distinguer les 3 premières phases. Donc, la phase de découverte, on va être sur un objectif d'attirer l'attention, de générer du trafic qualifié. Là, on est sur des visiteurs qui vont être des prospects potentiels, mais qui n'ont pas encore identifié un besoin clair ou qui ne connaissent pas votre marque, votre entreprise. À cette étape-là, le rôle du site, ça va être d'offrir un contenu qui va être éducatif, informatif, pour pouvoir répondre à leurs toutes premières interrogations. Donc là, typiquement, des contenus comme des articles de blog, des ressources téléchargeables, des bannières d'inscription à la newsletter, ça, c'est des choses, des contenus qui sont vraiment adaptés à cette phase de maturité-là. En seconde phase, on va avoir la phase de considération. Donc là, l'objectif, ça va être d'aider les visiteurs à explorer les solutions et pouvoir évaluer les offres que vous proposez. Ici, on est sur des visiteurs qui ont identifié leurs besoins, clairement, et qui cherchent une solution adaptée. Donc là, ils sont en phase un peu de benchmark. Donc là, le rôle du site de conversion à cette étape-là, ça va être de pouvoir fournir des éléments de réassurance, des informations un peu plus approfondies sur les produits ou les services. Donc là, typiquement, les contenus qu'on va pousser, ça va être des FAQ, des comparateurs, des cas clients. Voilà, tout ça, c'est intéressant à pousser pour pouvoir aider le visiteur à approfondir sa réflexion. Et enfin, je vais parler de la phase de décision. Donc là, évidemment, l'objectif, c'est de convertir les visiteurs en lead ou en clients même. Donc, on est sur des visiteurs là qui vont envisager sérieusement d'acheter ou de s'engager avec votre entreprise. Donc là, le site, pour le coup, c'est vraiment de simplifier et de rassurer la prise de décision avec des éléments engageants. Donc là, on va être sur
des landing pages qui permettent de prendre rendez-vous pour des démos, par exemple, des témoignages clients dans le même secteur que le visiteur, des formulaires d'inscription. Voilà, on est sur ce type d'éléments-là pour cette phase-ci. Évidemment, quand on réfléchit à un site de conversion, on ne peut pas passer à côté du SEO. Donc, on va prendre en compte plusieurs éléments, donc l'utilisation de mots-clés stratégiques, la structuration du site avec une arborescence qu'on va penser de façon à ce qu'elle soit optimisée avec les mots-clés stratégiques identifiés. Ensuite, on va garder en tête évidemment l'optimisation des performances techniques. Donc, on l'anticipe généralement dès les maquettes pour garantir que la vitesse de chargement soit optimale, que le côté responsive soit OK, que la structuration des pages soit claire et que tous les médias qu'on va utiliser soient optimisés. Ensuite, on va faire attention évidemment à la structuration des pages avec des contenus qui vont être optimisés et engageants. Donc là, on a pas mal de bonnes pratiques qu'on met en place. Donc, on définit des zones qui vont être dédiées à des contenus informatifs. On va prévoir des contenus longs parce que c'est bien d'avoir des contenus assez simples et clairs, mais c'est bien aussi de pouvoir se dégager des espaces avec des contenus longs qui font au moins 800 mots pour pouvoir se positionner sur des mots-clés. Et ensuite, on va essayer d'utiliser au maximum des formats de contenu variés pour pouvoir toucher une audience assez large. Autre point sur le SEO, évidemment, il y a la réflexion sur le maillage interne, les liens entre les pages qui doivent être très hiérarchisés. Donc là, on va travailler sur des cocons sémantiques, on va identifier des pages piliers et on va travailler les liens entre les pages piliers, les pages mères et les pages filles d'un même cocon pour que tout soit bien cohérent. Et enfin, il y a le travail sur les liens externes aussi qui est très important. Donc là, on va essayer d'évaluer des liens pertinents qui vont permettre de gagner en autorité. Et enfin, le dernier petit point sur les bonnes pratiques marketing, ça va être la stratégie de contenu. Donc, pour rappel, une stratégie de contenu, ça va être vraiment la planification, la création, la diffusion et l'optimisation de contenu qui vise à attirer, engager, convertir les utilisateurs. Donc là, généralement, on va se poser pas mal de questions sur la stratégie de contenu. Déjà, est-ce qu'il y en a une existante ou est-ce qu'il y en a une planifiée pour le futur? Quels sont les objectifs de cette stratégie? Quelle va être la ligne éditoriale de cette stratégie-là? Quels sont les canaux de distribution envisagés? Les formats qui vont être envisagés également? Et quel type de contenu pour quel type de persona? Et pour quelle phase du parcours de conversion? L'idée, là, c'est de pouvoir apporter un site qui soit une plateforme adaptée aux personas, une plateforme qui soit adaptée aux différents formats de contenu et qui puisse tous les héberger de façon optimale et de les avoir avec des appels à l'action disposés de façon stratégique et d'avoir tous ces contenus-là qui soient hébergés sur cette plateforme qui est le site de conversion et qui suivent la même ligne éditoriale pour être en adéquation avec l'identité de marque. Merci Maud. Alors, voulez-vous faire quand même un petit point sur l'accessibilité alors, c'est pas spécifique à un site de conversion, mais quand on fait une refonte ou une création de site, c'est important d'en tenir compte. Il y a certains sites qui ont des obligations d'accessibilité, notamment toutes les entreprises publiques ou des entreprises à mission de service public, par exemple des sociétés de transport public, et aussi des entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions d'euros. Ça va se durcir, ces règles d'accessibilité, notamment à partir de l'année prochaine. C'est pour ça que quand on commence à penser à la création ou la refonte de sites de conversion, c'est bien aussi de tenir compte de ces règles pour éviter de le refaire dans un an. Donc nous, quand on travaille avec nos clients sur la création et la refonte de sites de conversion, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de sensibiliser et de conseiller l'entreprise et de l'informer sur toutes ces décisions. S'il y a quelque chose qui va qui est un petit peu contraire à l'accessibilité, on va en informer pour éviter justement de prendre des décisions qui ne sont pas éclairées sur ce sujet. Et on va essayer au maximum d'utiliser les bonnes pratiques d'accessibilité sans que ça impacte l'efficacité du site. Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner les bons conseils à chaque étape de la création ou de la refonte d'un site de conversion au niveau de l'accessibilité.
Ici, je vous propose du coup de faire un petit point sur les pages phares d'un site de conversion. Donc, il y a des pages qui sont vraiment spécifiques au site de conversion et des pages qui sont plus générales, mais qui sont indispensables et clés. On va faire le point sur ces quelques pages. Donc, je vais prendre la main pour vous parler des landing pages. Donc, quand on parle de landing page, évidemment, on est en plein dans les sites de conversion. C'est vraiment une page conçue pour atteindre un objectif précis, pour inciter le visiteur à effectuer une action claire. Donc là, vraiment, les objectifs sont super variés. On peut avoir une landing page pour une prise de contact, donc un rendez-vous pour une démo, par exemple, avec un expert. Ça peut être l'inscription à un événement, comme par ici le webinaire, vous êtes passé par une landing page pour vous inscrire. Et ça peut être aussi utilisé pour le téléchargement d'une ressource, un livre blanc, un lead magnet, un template d'email et même de landing page. L'idée, c'est d'avoir des ressources à forte valeur ajoutée que l'on cache derrière un formulaire pour pouvoir recueillir des informations marketing. Donc généralement, ces landing pages-là, on va les retrouver à l'étape de considération parfois et souvent de décision. Ça va dépendre vraiment de l'objectif de la landing page. Sur la phase de considération, on va être sur le téléchargement d'une ressource, par exemple. Et sur la phase de décision, ça va être une prise de rendez-vous, une demande de contact avec l'équipe commerciale, par exemple. Donc nous, les landing pages, on les travaille souvent sur une structure assez carrée. On a quelques bonnes pratiques que l'on transmet, notamment la navigation très, très simplifiée. On va essayer de minimiser un petit peu toutes les fioritures qui pourraient distraire le visiteur. On va essayer de réduire au maximum les liens externes. L'objectif, c'est pas que le visiteur sorte de cette page-là une fois qu'on l'a attiré sur cette page. L'idée, c'est de pouvoir le garder et de le guider vers l'action qu'on attend de lui. Donc, souvent, c'est remplir un formulaire. Donc, sur ce formulaire-là, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse l'avoir de visu directement. Donc, on conseille de le mettre dans la hero section en première page. Quand on arrive sur la page, on voit directement qu'il y a un formulaire à remplir. Et ensuite, lorsqu'on déroule la page, on vient ajouter des modules de réassurance. On le voit là sur le côté de la présentation, c'est un petit template de landing page. Donc, on voit le premier bloc, c'est l'aérosection avec le formulaire. On a ensuite un nuage de logo qu'on conseille de mettre juste en dessous du formulaire. On est sur de la réassurance assez forte. Ensuite, on va avoir des petits éléments de témoignage. Donc, on est sur des modules texte-image, mais on va pouvoir y intégrer des témoignages, mais aussi de la description sur le bénéfice. Qu'est-ce que le formulaire va permettre à l'utilisateur de gagner. Et enfin, généralement, on remet le formulaire en bas de page ou alors on met un CTA qui va remonter l'utilisateur en haut de page pour bien qu'il voit le formulaire et qu'il puisse le remplir. Donc voilà, globalement, sur la landing page. On vous a mis du coup des ressources en bas dans la présentation et vous aurez la présentation normalement après. Donc vous allez pouvoir y accéder. Pour donc une autre page spécifique, c'est plutôt des pages finalement, c'est la partie ressources. Donc la section ressources d'un site, ça fait vraiment partie intégrante de toute la stratégie de contenu de l'entreprise, comme je vous ai dit précédemment. Il y a un double enjeu, favoriser la conversion et améliorer le SEO. Donc là, premièrement, il va falloir choisir un petit peu le type d'espace. Est-ce que ça va être un blog? Est-ce que ça va être un espace ressources, un espace média, ou est-ce qu'il y aura peut-être un blog et une petite partie ressources? C'est à voir, ça, c'est à définir un peu en fonction du temps que vous avez à consacrer à votre création de contenu. Il faut savoir que plus vous choisissez de format, plus ça vous met du temps. L'idée, c'est de ne pas en faire trop pour abandonner rapidement, mais de réussir à choisir le bon niveau de challenge pour faire de la création de contenu régulière sur tous les supports que vous avez choisis. Donc, en type d'espace, on a la partie blog qui est effectivement principalement du contenu écrit. Ça va être des articles, ça peut être aussi des actualités qui vont viser à informer et à engager le public.
Ensuite, on a un espace ressources qui peut être aussi combiné à la partie blog. Là, ça va être des documents utiles à télécharger comme des guides, des livres blancs, de l'infographie. C'est souvent pour apporter des solutions pratiques à un problème que vous avez identifié sur une de vos cibles. Et enfin, on a l'espace média. Donc, on parle d'espace média quand on commence à inclure d'autres contenus que des articles, c'est-à-dire par exemple des vidéos, des podcasts, voilà, ça peut être un peu des webinaires aussi. L'idée, c'est d'avoir vraiment un espace, donc de mettre une home à cette partie blog, ressources ou médias, qui va donner accès un petit peu à toutes les différentes catégories de contenu que vous créez. L'idée aussi, c'est de classer par catégorie ou par collection, notamment quand vous avez beaucoup d'articles. C'est bien d'avoir des catégories pour que vos visiteurs puissent retrouver facilement les articles qui leur plaisent. Les collections, c'est classer différents contenus. Donc, ça peut être aussi bien un podcast qu'une vidéo et une série d'articles, et de les classer par thématique pour que, pareil, le visiteur puisse retrouver facilement le contenu qui intéresse sur un sujet précis et d'avoir l'ensemble du contenu que vous avez créé sur ce sujet. Il faut aussi penser les contenus en termes de cocon sémantique et de maillage interne. Là, Maud vous en a un peu parlé. Est-ce que tu veux détailler un petit peu cette partie, Maud ? Là, on est sur des bonnes pratiques SEO, comme je le disais précédemment. L'idée, c'est d'identifier les mots-clés abordés sur chacune des pages. La règle, c'est une page, un mot-clé. Donc, on va avoir un mot-clé principal qui va faire l'objet d'une page pilier. Donc, une page pilier, ça va être une page assez dense avec beaucoup de contenu. Et ensuite, on va avoir des sous-mots-clés, entre guillemets, qui sont rattachés au mot-clé principal, qui sont dans la même thématique. Et en fait, tous ces sous-mots-clés-là, je dis sous-mots-clés, mais c'est quand même des mots-clés à part entière, mais vont faire l'objet aussi d'autres pages, donc d'autres articles, par exemple. Et l'idée, c'est de pouvoir donc créer des liens entre ces pages de mots-clés secondaires, mais aussi entre pages, ce que j'appelle page filles et pages piliers, pour que en fait toutes ces pages créent un environnement cohérent sur une même thématique. Voilà, l'idée c'est de garder cette cohérence, un cocon, une thématique. Une autre bonne pratique, c'est la pagination. La pagination, c'est clé pour la profondeur de crawl. Nous, on en a créé une chez Make the Grade. Je vous invite à aller voir notre blog. Elle est optimisée pour ça. L'idée, c'était qu'en 3 clics depuis la home ou 2 clics depuis l'espace blog, on puisse accéder à n'importe quel article que nous avons créé. Dès qu'on a beaucoup d'articles, en fait, on peut vite avoir une profondeur de crawl qui augmente. Et grâce à cette pagination avec des menus déroulants, on reste forcément à 3 clics maximum. Et enfin, indiquer aussi la date de mise en ligne et de modification. C'est important pour le visiteur, déjà pour qu'il sache que le contenu est toujours à jour et qu'il n'y a pas de soucis dans ce qu'on va dire. Et la modification d'articles aussi qui fait plaisir en général à Google. Et bien, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle les pages cibles. Donc, les pages cibles, ça va être des pages qui sont conçues dans l'optique de répondre à un besoin spécifique d'un persona ou d'un segment précis de votre audience. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lui pousser un contenu qui soit adapté à ses problématiques, à ses attentes, à son langage aussi, parce qu'on ne s'adresse pas forcément de la même façon à un persona qui va être dirigeant ou un persona qui est plus dans l'opérationnel. Donc, ces pages-là, c'est vraiment des pages qui sont stratégiques dans un site de conversion. Elles vont permettre d'optimiser l'expérience utilisateur et généralement d'augmenter les chances de conversion parce qu'on va offrir à l'utilisateur des réponses qui vont être personnalisées à ces problématiques et évidemment des solutions qui sont adaptées. Donc, en général, une page cible, elle s'adresse directement aux besoins et attentes du persona. Elle va démontrer que l'entreprise comprend les défis du persona et qu'elle propose des solutions à ses problèmes.
Et ensuite, elle va guider le visiteur vers la conversion en incitant à l'action. Donc, il peut y avoir des CTA disposés de façon assez stratégique pour de la demande d'information, le téléchargement d'une ressource. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir généralement deux types de pages cibles. Donc, ça peut être une page par secteur d'activité ou une page par métier. Si on s'adresse dans le monde de l'assurance, on peut s'adresser à des courtiers ou à des investisseurs, par exemple. On peut avoir aussi des pages cibles qui sont par problématique ou par besoin. Typiquement, dans un cas d'entreprise dans le milieu de la logistique, on peut avoir une page optimiser la logistique d'entrepôt ou réduire les coûts de gestion de stockage, par exemple. On peut avoir aussi des pages par localisation si ça s'y prête, en segmentant la France ou le monde par zone géographique. Voilà globalement ce qu'est une page cible. Nous, les bonnes pratiques qu'on peut conseiller là-dessus, c'est sur toute la page d'adopter un langage qui va être adapté au persona. On va chercher aussi à structurer la page pour faciliter la lecture en utilisant des sous-titres, des bullet points, des sections bien définies, et on va garder en tête l'entonnoir de lecture. Donc, on va du général au plus précis. Donc, on prend les problématiques dans leur globalité et on précise de plus en plus jusqu'à la fin de la page. Et généralement, on met un bouton d'appel à l'action en bas de page. Donc, généralement, sur ces pages-là aussi, on conseille de proposer des contenus complémentaires avec des liens vers des articles de blog, des vidéos explicatives, des livres blancs. Voilà, ça c'est intéressant. Ça permet aussi d'aider le visiteur dans sa prise de décision. Le contenu sur ces pages-là, évidemment, ils doivent être lisibles. Les CTA doivent être bien lisibles, mais ça, c'est le cas un peu sur toutes les pages. Et on peut aussi optimiser ces pages pour le SEO en intégrant des mots-clés qui vont être en lien avec le persona et sa problématique. Donc, sur ces pages-là, je peux vous montrer peut-être un exemple. Hop. On a la page cible de Trustbuilder. Ouais, on a cette page-ci. Donc là, on est sur une page qui s'adresse directement à l'un de leurs personas. Donc effectivement, directement depuis Aérosection, on a ce CTA qui permet de demander une démo. On va avoir ici les principaux atouts de l'offre qu'ils proposent qui répond directement aux problématiques et aux points de friction du persona. Ensuite, on va avoir ici les avantages, les bénéfices que propose la solution. Des chiffres clés qu'on aime bien disposer sur les pages pour pouvoir faire de la réassurance. Et ensuite, bon, là, on rentre vraiment dans la solution. Quelles sont les caractéristiques? Ici aussi, encore de la réassurance avec des logos de clients qui utilisent la solution. Et on termine par un CTA qui permet, encore une fois, de booker un meeting. Donc, voilà un exemple de page cible qui est assez intéressant. Pour les pages cibles, souvent, on les retrouve effectivement dans les méga menus, soit à côté de l'onglet produits, solutions. Ça, c'est aussi tout un travail sur le méga menu pour les rendre accessibles et bien comprendre selon comment on les classe, donc soit en fonction, soit en secteur d'activité. Voilà, c'est un petit peu aussi le nerf de la guerre quand on refait des sites de conversion. On va pouvoir passer, je pense, à la partie cas clients. Donc, les cas clients, on peut avoir, souvent, on a un listing de cas clients et une page cas clients pour chaque cas client. Ces pages, c'est vraiment un levier puissant pour un site de conversion. Ça permet de renforcer la crédibilité, la confiance et l'engagement des prospects. Ça prouve vraiment par des exemples réels que la solution proposée fonctionne. Donc, j'ai mis quelques petits points. Donc, ça sert vraiment à renforcer la confiance et la crédibilité. Les visiteurs sont rassurés en voyant des exemples concrets d'entreprises et de personnes qui ont utilisé soit ce produit, soit le service avec succès. Ça sert aussi à illustrer les bénéfices concrets et valoriser l'expertise. Les cas clients, ça montre comment
la solution répond à la problématique spécifique de la cible en mettant en avant des résultats qui sont mesurables. Donc, on vous conseille aussi beaucoup de mettre des chiffres clés si vous en avez dans les cas clients. Et ça sert aussi à créer une connexion avec les prospects. Les visiteurs vont pouvoir s'identifier aux problématiques qui sont exposées dans le cas client et au contexte du client en question. Ça aide vraiment à visualiser un petit peu comment ça va fonctionner et à s'identifier en disant ce client avait exactement les mêmes problématiques que moi, il fait un petit peu la même chose que moi, donc c'est sûr qu'ils vont pouvoir répondre à mon problème sans souci. Voilà, c'est un petit peu l'objectif des pages cas clients. Les bonnes pratiques pour créer des cas clients, donc c'est déjà de proposer une diversité de cas clients. Voilà, l'idée c'est de répondre un petit peu, d'avoir des cas clients pour chaque cible que vous avez, pour chaque secteur d'activité que vous avez, histoire qu'effectivement chaque visiteur puisse se référer à un cas client. C'est aussi bien, si vous en avez beaucoup, de les classer par catégorie. Ça permet justement aux visiteurs de les retrouver plus facilement et donc de retrouver le cas client auquel il va pouvoir s'identifier. Si vous avez des témoignages dans les cas clients, c'est top. N'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des vidéos, c'est encore mieux. Mettez-les vraiment en avant. Même sur la home, avoir un petit module avec le témoignage client et qui ramène vers le cas client, c'est top. Voilà, ça permet vraiment d'ajouter encore plus de crédibilité à votre cas client. Et comme je vous l'ai dit avant, du coup, mettre des chiffres clés pour illustrer ce que vous avez fait et les résultats que vous avez obtenus. Les chiffres clés, ça parle toujours beaucoup et ça a beaucoup plus d'impact qu'un paragraphe. Merci Marie. Donc là, on vous a un peu fait le tour des pages qui sont vraiment spécifiques à des sites de conversion. Là, on va passer plus rapidement sur les pages générales qu'on trouve qu'on trouve même sur les sites vitrines. Donc, il y a les pages produits, services, bien sûr. Donc là, c'est une page qui va être dédiée à la présentation détaillée de votre produit, de votre service. Donc, ça va pouvoir mettre en avant ses caractéristiques, ses avantages, la valeur ajoutée pour le visiteur. Donc là, on est sur des objectifs d'information. On va donner des informations claires et complètes sur les produits, les services. Et on va également, dans un site de conversion, inciter à l'action. Donc, on va encourager les visiteurs à prendre contact pour une démo, par exemple, ou pour prendre rendez-vous avec l'équipe commerciale. Voilà, donc sur les bonnes pratiques, on va suivre effectivement la logique du lecteur, comme sur la page cible dont je parlais plus tôt, du général au précis, donc de la présentation du produit à la prise de contact, donc le bandeau CTA en fin de page. On peut miser sur des lead magnets, donc dans les sites de conversion, on aime bien faire ça. Donc on va faire des demandes de démo, formulaires de contact. On peut aussi avoir des simulateurs ou des comparateurs intelligents qui vont s'adapter aux questions que se pose le visiteur. On va y ajouter des modules bénéfices, FAQ, pour répondre au maximum aux questions potentielles que le visiteur peut se poser. Et on va avoir évidemment des modules de réassurance, mais ça un peu comme sur toutes les pages. Donc voilà, sur la page produits et services. Ouais, même si c'est effectivement pas des pages spécifiques au site de conversion, c'est des pages qui ne sont pas travaillées de la même manière quand on crée des sites de conversion, donc quand on crée des sites vitrines, comme par exemple la home ou la page de vente. On vous a mis des ressources sur ces deux pages-là, parce qu'on ne va pas avoir le temps de les aborder aujourd'hui, mais on a des ressources assez concrètes sur ces deux pages avec des petits schémas de comment construire et quelles sections mettre sur ces pages-là. Donc voilà, on vous a mis les liens ici et vous allez pouvoir les retrouver après ce webinaire. Enfin, on va passer sur quelques modules récurrents et clés de sites de conversion. On vous l'avait dit précédemment, il y a 3 catégories. On va passer ces 3 catégories et vous expliquer un petit peu les modules clés qu'il y a dedans. La première catégorie, c'est les modules de réassurance. On l'a dit plus haut, mais ça sert à instaurer la confiance et à prouver aux visiteurs
son expertise et notre expertise et notre légitimité. Donc, ça peut être un nuage de logos. Il y a plusieurs types de nuages de logos. Ça peut être avec des clients. Ça, c'est ce qu'on retrouve le plus régulièrement et qu'on met d'ailleurs souvent en haut, juste en dessous de l'aérosection, pour vraiment rassurer le visiteur rapidement sur la légitimité de l'entreprise et son sérieux. Mais ça peut être aussi des partenaires ou des labels. Les partenaires et les labels, on les trouve notamment beaucoup sur des entreprises qui sont assez jeunes ou qui viennent justement juste de se lancer, qui n'ont pas encore forcément beaucoup de clients, mais qui vont avoir des partenaires clés et connus. Et là aussi, ça va permettre de faire de la réassurance. Comme tous les modules de réassurance, donc c'est important vraiment de tenir compte de ce que vous avez et de vos points forts et de vos cibles. Au niveau, donc il y a un deuxième type de module de réassurance, ça va être tout ce qui est témoignage, cas client, on en a un peu parlé, et aussi les avis clients, les notes. Là, pareil, votre choix il va se faire en fonction de votre cible et de vos ressources à disposition. Par exemple, si vous avez beaucoup d'avis clients avec des notes, mais que vous n'avez que des tailles réduites, on va plutôt vous conseiller de faire des modules témoignages qui vont montrer que vous avez de la quantité. C'est ce qu'on voit en bas à droite. Voilà, là, on en voit déjà 4. On peut imaginer que ça défile et qu'on puisse voir qu'il y a vraiment beaucoup de témoignages et de personnes qui ont testé votre solution, votre produit. Par contre, à contrario, on va plutôt mettre en avant et détailler soit un cas client, soit un témoignage, si vous avez peu de témoignages, mais que c'est des témoignages assez conséquents et qualitatifs. C'est ce qu'on voit sur les deux exemples du haut, où il y a une vidéo, où c'est carrément un cas client avec un témoignage. Et là, on prend de l'espace et on va plutôt utiliser un mode carrousel unique pour mettre 2 ou 3 témoignages ou cas clients seulement. Ça se fait beaucoup plutôt en B2B, les cas clients, alors que les avis, les notes, ça va être beaucoup pour du B2C au final. Après, il y a forcément des exceptions. Et enfin, on a le module chiffres clés. Donc, effectivement, on a souvent un module chiffres clés, notamment des chiffres clés pour présenter l'entreprise, sa date de création, voilà, des choses comme ça. Mais le chiffre clé, ça peut être aussi mis un peu partout. On vous conseille d'ailleurs de ne pas vous restreindre à juste un module chiffre clé, mais d'en placer un petit peu partout sur le site. On voit notamment beaucoup de chiffres clés au niveau des témoignages, des notes, ou alors des nuages de logos pour connaître par exemple le nombre de clients que vous avez ou le pourcentage de satisfaction que vous avez. Voilà. Donc, ne pas hésiter. Pareil, on vous disait de mettre des chiffres clés dans les modules cas clients. Donc, n'hésitez pas à le faire un peu partout et pas vous restreindre à ce module-là. Les bonnes pratiques qu'on a soulevées, ça, je voulais un peu expliquer. Du coup, c'était le nuage de logo qui était sous l'aérosection. Ça se fait beaucoup. Ça fonctionne très bien. Donc, on conseille hors cas exceptionnel à tous nos clients. Ne pas se limiter à un format aussi pour les témoignages, les cas clients, les avis. Vous pouvez les combiner. On vous l'a dit aussi pour les cas clients de mettre aussi des témoignages. Mais voilà, si vous avez un témoignage vidéo, de mettre à côté un extrait en fait de ce qui a été dit. Ça peut très bien fonctionner. Ça permet d'attirer l'œil avec le texte et de donner envie de cliquer sur la vidéo. Voilà, et enfin, je pense que je vous ai dit à peu près toutes les bonnes pratiques en fait, déjà là. Et en dernier module de réassurance, on a la FAQ qui est là. Donc la FAQ, on aime bien ce module-là aussi parce qu'elle va optimiser le processus de conversion. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux objections, freins que l'utilisateur va se poser. Ça va permettre de faciliter la décision, de renforcer la crédibilité, donc de se positionner en tant qu'expert sur le sujet que l'on traite. Et ça améliore effectivement l'expérience utilisateur parce que on est sur des visiteurs qui aiment pouvoir répondre à leurs propres questions sans avoir besoin de solliciter un service client, par exemple. Donc, les FAQ qui remontent les questions les plus posées
C'est toujours très intéressant. Donc, nous, on aime bien les ajouter effectivement dans les pages services produits pour répondre de façon très opérationnelle sur ce que l'entreprise peut apporter, comment fonctionne le service, la solution. Et on le met aussi dans les pages tarifs pour expliquer les différents types d'abonnements, par exemple, si on est sur un logiciel SaaS ou pour expliquer ce qui est compris dans telle offre. Voilà, donc ça c'était pour faire un rapide petit point sur ce module FAQ qui est assez important. Au niveau des modules de conversion, on a donc aussi plusieurs modules de conversion un peu clés. Déjà, on a les bannières CTA. Donc là, ça sert vraiment à encourager le lecteur, le visiteur à faire une action spécifique. Donc souvent, ça va aussi ramener vers des landing pages. On les met un petit peu partout sur le site. Par contre, on va sur toutes les pages, mais par contre, on va adapter son contenu en fonction de la page dans laquelle on se trouve. Par exemple, si on est en train d'écrire un article sur comment créer sa landing page, on pourrait imaginer avoir une bannière CTA qui après va ramener vers un lead magnet pour aider la personne à créer sa landing page. Voilà, on retrouve beaucoup de bannières CTA, notamment sur la colonne de droite d'un article et en lien avec cet article. Après, si on est par exemple sur des pages produits ou services, là, on va plutôt privilégier des bannières CTA qui vont encourager à la prise de rendez-vous. Et sur des pages cibles où on va répondre par exemple à des problématiques spécifiques, on peut imaginer par exemple des CTA avec des lead magnets qui vont répondre à cette problématique. Voilà, l'idée c'est vraiment d'en mettre un peu partout, mais d'adapter en fonction de là où on se trouve et en fonction de là où se trouve le visiteur dans le parcours de conversion. On a aussi les formulaires, donc là c'est vraiment un petit peu la star. Pour le choix du formulaire, on ne vous conseille pas tout le temps, donc on aime bien effectivement les formulaires multi-step, ça permet d'avoir plusieurs champs et de ne pas décourager le visiteur, mais il n'est pas toujours recommandé. Si vous avez que 3-4 champs, ça ne sert à rien d'aller mettre un multi-step, vaut mieux rester sur un formulaire classique. Comme ça, la personne a une visibilité et sait qu'il a peu de champs à rentrer. Par contre, à contrario, si vous avez beaucoup de champs, le formulaire multi-step, ça peut être une solution adaptée. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir du moment où ça dépasse la ligne de flottaison, on fait un formulaire multi-step. Donc, la ligne de flottaison, c'est la ligne à partir duquel il va falloir scroller pour voir le contenu suivant. Voilà pour ça. Et enfin, on a un bouton CTA. Donc, ce n'est pas vraiment un module. Là, pour le coup, c'est plus un item. Mais là, pareil, n'hésitez pas à utiliser des boutons CTA. On en relève 3 types. Du coup, en général, on design un primaire, un secondaire, un tertiaire. Et l'utilisation va dépendre de l'importance de l'action dans le site. Pour le primaire, en général, ça va être, on va l'utiliser pour l'action principale pour laquelle on a créé le site. Donc, par exemple, une prise de rendez-vous ou de contact. Chez MaxTheRate, c'est beaucoup ça. Le secondaire, ça va être plutôt pour donner des informations ou accéder à une ressource. Voilà, c'est pour en savoir plus sur la solution ou le produit. Et enfin, le bouton tertiaire, c'est vraiment pour faire des liens entre les sujets, entre les pages. Voilà, il est moins clé, c'est plutôt un bouton pour faire des liens entre les pages. Et juste pour compléter la partie formulaire, donc évidemment, les formulaires, ça va servir à collecter de la donnée, mais pour optimiser cette collecte de données-là et enrichir le CRM si vous en utilisez un, il existe ce qu'on appelle des formulaires progressifs. Donc, ça va fonctionner sur la base d'une logique conditionnelle. Donc, en gros, sur une donnée, sur certaines données qui existent déjà, l'idée, c'est de ne pas la redemander une seconde fois à un visiteur qui a déjà rempli un formulaire précédemment. S'il a déjà rempli son nom d'entreprise ou sa fonction, on va essayer d'être un peu malin et la prochaine fois qu'il télécharge une ressource ou qu'il remplit un autre formulaire, on va pouvoir remplacer. Donc, le nom de l'entreprise, sa fonction, ces champs-là ne vont pas apparaître et ils vont être remplacés par des champs complémentaires. Donc, comme ça permet qu'à chaque interaction,
Donc, si téléchargement d'une ressource, inscription à un webinaire, demande d'informations, on ne demande pas les mêmes informations. Donc, on demande à chaque fois des nouvelles données qu'on recueille et ça va permettre d'enrichir progressivement le profil du contact dans votre CRM. Donc, ça va permettre d'obtenir des informations supplémentaires sur vos visiteurs à chaque interaction sans être redondant et d'enrichir progressivement votre CRM pour personnaliser ensuite davantage vos campagnes marketing, par exemple. Et pour terminer sur les modules qu'on voulait vous présenter, donc c'est tous les modules qui renvoient vers du contenu. Donc là, on est sur des pushes en fait de ressources, des feeds de ressources. On aime bien pouvoir les mettre sur la home page pour créer un lien vers votre blog ou votre espace ressources, par exemple. On les met généralement en bas de page, comme ça. Ça permet à l'utilisateur de continuer sa navigation dans le site une fois qu'il a bien compris le message qu'on voulait lui faire passer. On met aussi ce genre de module sur les articles de blog pour pouvoir faire du maillage interne et pouvoir les inciter à continuer leur lecture. Et on les met aussi dans les pages cibles. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir cibler les contenus, donc les articles de blog que vous poussez sur chaque page cible. Vous pouvez les sélectionner pour que ce soit des contenus qui soient complètement en adéquation avec la problématique de votre cible. Et nous, ce qu'on conseille sur ces pages-là, c'est d'avoir des listings et des filtres lorsqu'il y a beaucoup d'articles. On aime bien les filtres par catégorie. Ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Ça permet de trouver plus facilement les articles correspondant aux thématiques recherchées. Et voilà, donc c'est des modules qu'on aime bien disposer un peu partout de façon stratégique. Si vous avez un blog ou une partie ressources, n'oubliez pas ce système de filtrage super important. Et ça peut aussi être une barre de recherche à intégrer aussi pour accéder directement à des ressources précises en fonction d'un mot-clé qui va être tapé. Voilà, on a terminé pour cette présentation. Ce que je propose, c'est de laisser la main à Clémence qui va nous rejoindre voilà. Et qui va nous partager les questions qui ont été posées tout au long de cette présentation. Hello Maud, hello Marie. Merci en tout cas pour cette présentation, c'était très complet. Vous avez donné plein d'éléments concrets. Donc c'était très intéressant. Et effectivement, j'ai quelques questions dans le chat. Okay. Donc j'ai une première question de Cédric qui dit tout site n'est-il pas de conversion, à part le boulanger peut-être, mais autrement toute entreprise souhaite plus de leads et plus de contacts. C'est plus une affirmation qu'une question, mais qu'est-ce que vous avez à réagir c'est vrai qu'il y a la plupart des sites ont un objectif de conversion, mais il y a pour nous il y a vraiment une différence entre un vrai site de conversion et un site qui va simplement être une présence en ligne avec des objectifs en fait plus ou moins indirects comme de la visibilité et de la notoriété. En fait, pour moi, tu me compléteras Marie, mais un site de conversion, il a une stratégie vraiment claire et qui va être mesurable. Donc l'idée, c'est de définir des KPI qu'on va pouvoir mesurer et ajuster. À l'inverse, un site vitrine, il va vraiment présenter l'entreprise, les produits, mais sans proposer d'actions précises. Il n'y aura pas non plus de parcours utilisateur optimisé. En fait, toute cette logique de parcours utilisateur, elle ne va pas être forcément réfléchie. C'est vraiment dans l'optique d'un site qui n'est pas dit de conversion. On va avoir effectivement la présentation de la marque, la présentation des produits. On peut avoir des inscriptions à une newsletter, par exemple. Donc, effectivement, ça permet de générer du lead. Mais on n'est pas dans une logique d'accompagner, de guider le visiteur vraiment pendant toute sa phase, toutes ces étapes du parcours de conversion. Et pour te compléter, Maud, en fait, il y a effectivement des sites qui sont exclusivement réalisés pour l'image de marque. On peut le retrouver notamment sur des sites de marques de luxe où là, vraiment, ça va être ancrer le client, le visiteur dans un univers et montrer un petit peu, faire découvrir un petit peu l'univers de la marque. Après, ça peut être aussi dans
dans des marques qu'on peut retrouver dans des supermarchés, souvent, ils n'ont pas de site attribué, c'est plutôt le site du groupe. Et après, pour chaque marque, ça va être pareil, rentrer un petit peu dans l'univers de la marque. Et là, pour le coup, ça va être vraiment des sites vitrines et pas des sites de conversion. Est-ce qu'on a répondu Je pense que vous avez répondu à la question, oui. Du coup, je passe à la prochaine, qui est de Cécile, qui demande: est-ce qu'on peut envisager un site de conversion sans partie apport de contenu? Cette partie me semble très fastidieuse et chronophage. En soi, c'est possible. Nous, on aime bien cette partie contenu parce que ça apporte de la vraie valeur ajoutée. Mais en fait, ouais, nous, généralement, pour tout ce qui va être solution un peu complexe ou avec pas mal de caractéristiques où il y a des problématiques vraiment profondes des personas, le contenu qui va être éducatif, informatif, pour moi, il est assez indispensable pour accompagner le client justement dans son parcours d'achat. Après, il y a d'autres solutions pour acquérir du trafic. Il va y avoir de la publicité payante, des ads par exemple, ou des campagnes d'email aussi qui vont pouvoir ramener du trafic sur le site. Mais c'est vrai que toute cette stratégie de contenu, c'est un vrai plus pour faire venir le visiteur sur le site et le faire rester aussi sur le site. Je suis assez d'accord avec Maud. Après, je pense que s'il fallait l'un des contenus qui est quand même très important et qui permet en même temps de la réassurance, c'est peut-être la partie cas client témoignage. Ouais. Parce qu'en plus de créer de la visibilité, ça va fonctionner pour la réassurance. Je pense que l'idée pour la partie création de contenu, c'est déjà d'y aller étape par étape. Voilà, pour ne pas commencer avec 10 000 supports. Ouais, c'est vrai. C'est décourageant et ça paraît effectivement très fastidieux. Ouais, sur la partie rédaction d'articles notamment, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Après, il y a des contenus en fait qui peuvent être amenés sur le site sans besoin d'une production, d'une rédaction très assidue. On parlait tout à l'heure des témoignages clients, cas clients. En fait, ça peut être plus ou moins long. Les FAQ aussi, si elles sont bien structurées et bien complètes, ça permet d'être un bon contenu et ça répond évidemment aux questions des visiteurs. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais donc on n'est pas sur du contenu textuel pur, mais tout ce qui va être calculateur interactif, simulateur intelligent, ça c'est hyper intéressant parce que ça va capter l'intérêt. Donc voilà, on peut détourner un petit peu si on veut pas, en tout cas si on n'a pas les ressources pour avoir une vraie partie ressources, une vraie partie blog, on peut essayer quand même d'apporter du contenu sur les autres pages du site. Donc c'est des contenus qui vont être plus statiques. On va moins les mettre à jour régulièrement, même si ça nécessite quand même une certaine mise à jour. Mais voilà, si la rédaction et la production de support est fastidieuse, ça peut être une alternative. Carrément. Oui, je vous complète du coup, parce qu'en tant que directrice marketing, c'est vraiment mon travail, la création de contenu. Il y a aussi la possibilité de le sous-traiter, cette partie-là, la partie création de contenu. Il y a pas mal de copywriters qui travaillent soit dans des agences, soit en freelance, qui peuvent vous aider sur cette partie-là. Ça peut vraiment aider quand on n'a pas la bande passante en interne pour le faire. Et aussi, mine de rien, nous, chez Make the Grade, on utilise de plus en plus ChatGPT avec la fonctionnalité où en fait, ChatGPT apprend avec nous. On peut lui apprendre la tonalité qu'on veut utiliser, etc. Et nous, on se rend compte qu'on l'utilise de plus en plus, ce qui nous fait gagner un temps phénoménal, puisque aujourd'hui, par exemple, tous les plans d'articles sont faits par ChatGPT avec... on lui demande de pré-remplir un petit peu le plan, et après, nous, on va compléter par-dessus. Sur un cas client, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'éléments, mais en fait, si on lui donne, si par exemple, nous, on fait des interviews avec les consultants pour connaître un petit peu le projet, on a tous les éléments bullet point. En fait, quand on donne à ChatGPT les bullet points, il est capable de nous rédiger une bonne base sur laquelle on va retravailler à chaque fois, mais qui donne quand même une très bonne base pour la création de contenu. Donc, mine de rien, entre soit l'externalisation, soit ChatGPT qui peut vraiment faire gagner du temps,
ça devient de moins en moins fastidieux de créer des contenus. Et effectivement, comme disait Marie, il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables dès le début, sinon c'est démoralisant et pas du tout motivateur. Donc il faut y aller en se disant, bon, déjà on va commencer par, je sais pas, 2 articles par mois, puis on montera à 3, puis on montera à 4, et après peut-être que du coup on peut se dire aussi 2 articles par mois, un cas client par mois, et puis au fur et à mesure augmenter les objectifs comme ça. Je passe à la question suivante, du coup, qui était de Johan, qui demande que pensez-vous de rendre les cas clients accessibles via un formulaire style contenu premium? Moi, je trouve que c'est assez efficace. Après, ça dépend de plusieurs facteurs qu'il faut considérer avant de mettre en place ce type de formulaire. En fait, il faut vraiment essayer de valoriser ce que le contenu qui est derrière le formulaire va apporter aux visiteurs pour pouvoir jauger si besoin de lui demander des informations ou pas, ou est-ce qu'on le laisse en libre service. En fait, effectivement, quand on rend des ressources disponibles via un formulaire, ça permet de générer des leads. Mais le seul frein que je vois, c'est que ça peut être un petit peu un inconvénient pour l'utilisateur de devoir donner ces informations pour avoir accès, surtout pour les visiteurs qui sont en phase de découverte. En fait, eux, ils n'ont pas du tout envie de donner leurs infos à ce moment-là. Ils sont pas assez matures. Donc en fait, pour moi, il faut vraiment opter pour une approche qui serait un peu hybride, c'est-à-dire isoler les contenus qui sont des contenus adaptés aux phases considération plus décision. Ceux-là, effectivement, on peut les mettre derrière des formulaires. Généralement, on va être en plus sur des contenus qui sont très premium, qui sont à forte valeur ajoutée. Donc ceux-là, oui, aucun souci de les mettre derrière des formulaires. Après, c'est bien d'en laisser aussi qui sont accessibles en fait en libre service pour effectivement tous ces visiteurs qui sont au tout début de leur parcours de conversion. Je suis assez d'accord avec toi, Maud. Je pense que justement, c'est de la réassurance des cas clients. Du coup, c'est bien s'ils ont accès avant même de rentrer leurs coordonnées. Après, pourquoi pas imaginer, il y a le cas client qui est accessible. Et s'il y a eu un livre blanc ou quelque chose qui a été fait sur la base d'un travail comme ça, et ben justement le rendre assez accessible via un formulaire en mode contenu premium, mais de laisser la partie explication du travail qui a été fait et témoignage avec le client visible par tous pour justement ces visiteurs qui sont en phase de découverte. Merci pour votre retour. Je suis très alignée avec tout ce que vous venez de dire. Effectivement, je pense que c'est les meilleures stratégies. On a une dernière question de Valentine qui, du coup, je pense est un peu destinée à moi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur « Je comprends tout à fait l'intérêt de l'IA dans la rédaction. Quid néanmoins des détecteurs d'IA de Google qui peuvent nuire au SEO ?» Du coup, je me permets de répondre, les filles, parce que je pense que c'est un peu plus d'éléments sur cette partie-là. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de barrières justement de Google quant à l'utilisation de l'IA. Donc aujourd'hui, Google ne va pas pénaliser un contenu qui a été rédigé par IA. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contenu qui est rédigé par IA n'est pas forcément optimisé pour Google. Donc c'est là où aujourd'hui il faut savoir soit très très bien prompter, c'est possible d'avoir des articles qui sont optimisés pour Google en promptant correctement, soit en rajoutant cette touche d'humain par-dessus. Donc comme je disais, moi je vais jamais avoir un article que je vais prompter, récupérer de l'IA, donc de ChatGPT, et directement publier sur notre blog. Jamais. Il va d'abord passer dans nos mains. Moi j'ai quand même des prompts où je vais justement lui dire, ok, le mot-clé de mon article, c'est celui-là, j'aimerais que tu le places tant de fois et à tel endroit ou plutôt tel endroit. Mais par contre, je vais repasser dessus forcément. Après, à terme, Google va potentiellement mettre effectivement des limites sur l'utilisation de l'IA dans son algorithme. On l'imagine. Aujourd'hui, c'est pas encore très défini, mais demain, je pense qu'il y en aura, parce que sinon tout le monde va commencer à créer des contenus faits par IA et la machine sera plus alimentée avec des nouvelles données.
Du coup, c'est pour ça que moi, dans tous les cas, je conseille de rajouter une part un peu plus profonde. En fait, les articles qui sont générés par l'IA vont être très en superficie, superficiels, quoi. Il n'y aura pas beaucoup de profondeur, il n'y aura pas beaucoup d'éléments. Donc, en fait, vous allez rajouter votre expertise par-dessus. Vous prenez la base et puis vous rajoutez l'expertise dessus, ce qui fait que du coup, vous rajoutez des éléments qui sont votre connaissance personnelle, ce qui fait que ça passera toujours au niveau IA et SEO, et vous n'aurez jamais de problème avec ça. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Maud, Marie, par rapport à ce que je viens de dire? Non, moi, ça me semblait super clair. Donc, aligné. Ok, et très clair. Et écoutez, pas d'autres questions. Du coup, je vais souhaiter un bon appétit à tout le monde. Et puis, merci Maud et Marie pour ce super webinaire. Merci à tous pour votre participation et j'espère que ça vous aura apporté quelques petites billes. Merci à tous.